Alors, cher Hugues, merci de répondre à mon invitation de cette petite émission, le quart d'heure de vérité. Nous allons essayer de répondre à quelques questions d'actualité. D'abord, que t'inspire la déclaration d'Emmanuel Macron du 12 juillet ? La fameuse déclaration selon laquelle le vaccin deviendrait obligatoire pour les soignants, les restaurants ne seraient plus accessibles qu'aux vaccinés, etc. Oui, cette déclaration avec une mise en scène d'ailleurs très impressionnante. Écoutez, écoute plutôt, puisqu'on se tutoie dans la vie courante. Voilà, autant être sincère. Ce qui me frappe dans cette affaire, c'est l'empilement des mensonges depuis le début. Parce que, par exemple, sur cette question de la vaccination, on nous avait promis juré qu'elle ne serait pas obligatoire. Et là, elle n'est pas obligatoire, mais si on ne se fait pas vacciner, on ne peut plus avoir une vie normale. Donc, voire on perd son travail. Donc, voilà, c'est le mensonge qui est partout. Mais de toute façon, je dirais que Macron était quasiment obligé de se trouver dans une situation pareille, puisque toute sa campagne électorale était placée sous le signe du « en même temps ». Et donc, quand vous promettez tout et son contraire, vous ne pouvez pas nécessairement tenir tout et son contraire. On ne peut pas à la fois promettre qu'on va baisser les impôts et promettre qu'on va augmenter les dépenses publiques. Donc, on est contraint à mentir puisqu'on ne pourra pas tenir ses engagements. Et là, c'est pareil, on promet aux gens qu'ils conserveront leur liberté, mais en même temps, on met en place cette dictature sanitaire dont on voit plus ou moins précisément quelle est la raison. Et évidemment, donc, on est amené à prendre des décisions contraires à celles qu'on avait annoncées. Alors, qu'est-ce que le juriste que tu es pense de tout cela au regard de ce qu'on nous présente habituellement comme une France respectant l'état de droit ? Oui, et même plus généralement, c'est la question des droits de l'homme. Ce qui est extrêmement frappant, c'est que plus le temps passe et plus le mensonge des droits de l'homme saute aux yeux. Notamment la question de la liberté d'expression. Nous avons fait tout à l'heure une ovation à Hervé Ryssen, qui a été incarcéré purement et simplement pour le crime contre la pensée. Il a exprimé son point de vue, tout ceci sans haine. D'ailleurs, je suis frappé par le fait que les juges systématiquement retiennent la haine, la provocation à la haine. Mais il suffit d'avoir parlé 5 minutes avec Hervé pour savoir que c'est le plus délicieux des hommes, que la haine est un sentiment et qu'il est totalement étranger. Eh bien, le principe des droits de l'homme, c'est la liberté d'expression. Et plus encore, la liberté d'opinion. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, dit la déclaration. C'est dire qu'on a le droit de penser absolument ce que l'on veut. Or, les années passant, on voit qu'on a de moins en moins le droit de penser ce qu'on veut. Déjà, quand Le Pen avait commencé à surgir sur les grands médias, il y avait une expression qu'il utilisait souvent, c'était Le Pen dit tout haut ce que les Français pensent tout bas. Mais si les Français le pensent tout bas, c'est qu'ils n'ont plus le droit de penser ce qu'ils veulent. Parce que si on peut penser ce qu'on veut, on peut au moins le penser tout haut pour ce qui est de la pensée. Et donc, je crois que c'est ça qui est vraiment très grave, c'est que la Déclaration des droits de l'homme est très condamnable dans ses principes, mais du moins avait-elle ménagé quelques espaces de liberté. Or, ces espaces de liberté, les années passant, sont supprimés les uns après les autres. Alors, il y a cet élément quand même également marquant, c'est la question de la discrimination. Si ce qui était dit en ce moment au sujet des non-vaccinés se disait au sujet de la moindre communauté, du moindre lobby, toutes les officines de la police de la pensée se rueraient comme un seul homme pour les mettre au pilori. Bien sûr. Et là, curieusement, ce qui ne peut pas être dit au sujet de n'importe quelle minorité, dirons-nous, peut être proclamé avec hargne quasiment la bave aux lèvres à l'égard des non-vaccinés. Oui. C'est le mythe de la lutte contre la discrimination qui s'effondre. Mais bien sûr, c'est parce qu'on voit bien que ce ne sont que des prétextes. La lutte contre les discriminations est utilisée pour faire
tomber certaines dispositions, certaines pratiques qui sont par exemple de droit naturel. Par exemple, en matière de conduite morale, familiale, etc., il y a des choses qui sont évidentes. Et pour aller contre ces évidences, on brandit l'étendard de la non-discrimination. Et donc, quand la non-discrimination est utile pour aller dans le sens de l'affaiblissement du bien commun, du respect du droit naturel, eh bien, on les utilise, mais si il faut discriminer pour aller en sens inverse, on discrimine pour aller en sens inverse. Donc tout ceci est parfaitement réversible. Ça montre que ces gens-là ne sont pas sincères. Et où sont les juristes? Parce que toi qui as enseigné les droits de l'homme, oui. Faut-il le dire? Je m'en honore. Paradoxe. Je m'en étonne, mais je m'en honore. Mais si tu veux, j'ai enseigné les droits de l'homme pour une raison très simple. C'est que, au départ, moi je suis un spécialiste de l'histoire religieuse. Et en fait, quand j'ai commencé à étudier les droits de l'homme, j'ai découvert que c'était en fait une véritable religion. Et donc, étudier les droits de l'homme, pour moi, ça ne me changeait absolument pas. C'était une autre religion, après certaines que j'avais étudiées. Avec ses dogmes. Avec ses dogmes, avec ses interdits, avec ses inquisitions même. Mais donc justement, où sont les juristes qui ont proclamé des années durant les droits de l'homme, la nécessité des droits de l'homme? Je trouve que les juristes sont relativement absents de ce débat jusqu'à présent. Oui, parce que les juristes ne sont pas toujours parfaitement cohérents et ils sont rarement courageux. Bon, mais je ne leur jette pas la pierre. Moi, j'ai passé plusieurs décennies dans une faculté de droit et je m'en suis bien trouvé. Mais c'est vrai, j'ai remarqué chez les universitaires en particulier, c'est que le courage n'est pas la qualité dominante, mais pour dire le vrai, dans notre société, le courage n'est plus la qualité dominante. Parce que les gens ne sont plus formés au courage. C'est vrai qu'aller contre la majorité, aller contre l'opinion dominante à un moment, c'est difficile. Et les gens sont vraiment manipulés et se laissent manipuler. Il y a, je crois, un manque de courage et peut-être presque plus encore de culture. Parce que quand on a la culture, c'est-à-dire quand on connaît un peu l'histoire de l'humanité, qu'on peut replacer les choses dans leur contexte, on voit des énormités. Et même si l'on n'est pas totalement courageux, il y a un moment donné où on ne peut plus se regarder en face si on n'a pas un sursaut. Donc je crois que cette alliance entre le manque de courage et le manque de culture permet à l'État de faire à peu près n'importe quoi. Alors, que dirais-tu à tous ceux qui s'inquiètent aujourd'hui de la situation? Tous ceux, que ce soit le personnel soignant, les pompiers, que ce soit aussi les parents qui s'inquiètent du monde qu'ils vont léguer à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Quel message, j'espère d'espérance, pourrais-tu délivrer à tous ces gens qui, en ce moment, sont assez catastrophés par la situation et l'évolution vers la tyrannie? Alors d'abord, ce que l'histoire nous apprend, c'est qu'une situation n'est jamais totalement compromise. Historiquement, on le voit, on le constate. Mais en plus, pour nous qui sommes croyants, on sait que le miracle est toujours possible. Avant Jeanne d'Arc, il y avait largement de quoi désespérer. Bon, il a suffi de Jeanne d'Arc, mais ce n'est pas le seul exemple. Et il y a des personnages peut-être moins estimables que Jeanne d'Arc. Je pense à Bonaparte, par exemple, qui avait beaucoup de défauts, mais Bonaparte, en mettant en place le pouvoir personnel qu'il souhaitait pour lui, a préparé le rétablissement de la monarchie. Bonaparte, en signant le Concordat pour faire la paix avec les catholiques, pour des raisons purement politiques, et puis au passage pour essayer de mettre l'Église sous son autorité, eh bien il a finalement profité grandement à l'Église. On a eu 100 ans de concordat, ça a été vraiment la reconstruction de l'Église catholique dans notre pays. Donc il y a toujours des possibilités. Il y a des gens qui changent parce qu'il leur reste un peu de bonne volonté, et puis il y a des gens qui changent parce qu'ils se convertissent. Et c'est ce que je vois ici, comme chaque fois que je suis venu à Civitas, raison pour laquelle d'ailleurs j'y suis resté, c'est que j'ai découvert à Civitas quantité de gens qui sont des convertis, et en particulier des gens qui viennent de la gauche. Et je tiens à souligner ici le rôle de quelqu'un comme Alain Soral, qui est une vraie merveille de ce point de vue, parce que Alain Soral détache les gens d'un certain nombre de dogmes de la gauche. Alain Soral dit du bien de l'Église catholique et pousse finalement des gens qui le suivent à aller jeter un œil sur l'Église catholique, et après il continue le chemin, même si Alain Soral reste un peu en chemin.
à mon avis, il n'y restera pas indéfiniment, même s'il reste un peu en chemin, eh bien, ses disciples se nous rallient, et nous en avons beaucoup, et qui ne sont d'ailleurs pas les moins fervents. Moi, je suis très étonné quand je les vois dans les messes, ces jeunes convertis, peut-on dire, qui reviennent, qui découvrent la messe traditionnelle et qui ne détonnent absolument pas, et parfois même bien au contraire. Un dernier mot, Hugues, tu es également le président du conseil scientifique de Civitas, ainsi que d'ailleurs le directeur le rédacteur en chef de la revue Civitas. Oui, le directeur, c'est toi. Voilà. Mais donc, en tant que président du conseil scientifique de Civitas, n'aurais-tu pas un appel à lancer à ceux qui pourraient fort utilement rejoindre ce conseil scientifique? Bien sûr, merci de me donner cette occasion. Alors, le conseil scientifique de Civitas, c'est la réunion d'un certain nombre de gens qui ont l'esprit de Civitas et qui ont une compétence scientifique dans tous les domaines. On n'est absolument pas sectaire de ce point de vue. On appelle des gens, quel que soit leur domaine de spécialité. Alors, certains ne connaissent pas encore notre existence, mais plus souvent hésitent à venir en disant que peut-être ils ne sont pas assez titrés, ou peut-être qu'on n'a pas besoin d'eux, ou peut-être qu'ils vont faire preuve d'orgueil en nous proposant leur collaboration. Qu'ils sachent qu'ils seront tous les bienvenus. Nous avons besoin, je le répète, de tous les talents au conseil scientifique. Alors, quel est notre rôle? Eh bien, c'est d'apporter autre chose que ce qu'apportent les gens de la direction du mouvement, comme Alain et comme les responsables de section. Nous sommes, comme notre nom l'indique, un conseil. Nous sommes là pour donner des avis. Nous sommes en quelque sorte un réservoir de compétences, de manière à ce que lorsque la direction de Civitas a besoin d'informations sur tel ou tel point, eh bien, elle puisse trouver dans ce vivier que nous sommes des gens qui pourront les éclairer, éventuellement nous charger de telle ou telle étude sur tel ou tel point. Voilà quel est notre rôle. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'esprit de Civitas, si vous avez une compétence scientifique, quelle qu'elle soit, tout est utile, prenez contact avec moi et j'aurai plaisir à vous présenter à nos amis du conseil scientifique. Merci Hugues. Merci à toi.